Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème ce soir consacré au marché de crédit high yield, haut rendement, un segment du marché de crédit qui n'a d'ailleurs jamais aussi mal porté son nom. On va en parler avec Michael Israël, qui est le cofondateur d'Iveo Capital Partners. Bonsoir et bienvenue Michael. Bonsoir. Spécialiste des marchés de crédit, du high yield, des marchés de dette corporate également sur les émergents. On va parler de ce marché high yield qui ne donne plus de rendement, justement, et comment est-ce qu'on peut quand même trouver peut-être des poches de rendement risque encore intéressantes. Mais un mot, on en a parlé pendant 45 minutes avec les invités précédents, la remontée des rendements obligataires, le 10 ans américain, là, qui devient l'alpha et l'oméga de tous les mouvements de marché dans le monde. Est-ce que ça perturbe aussi les marchés de crédit internationaux, Michael ? Ah oui, ça perturbe parce que bien entendu, il y a l'effet taux dans le prix des obligations. Donc quand vous avez les taux qui remontent, vous avez un effet sur les obligations. Tout ça se mitige avec la duration et le carry, qui font que vous bougez plus ou moins. Mais je crois que pour nous, sur l'émergent, la question qu'on s'est posée, c'est plus d'essayer de faire une analogie avec 2013. Oui. Parce que c'était l'époque du tapering et ça avait fait mal sur les émergents, en equity, en oblig, etc. Enfin, les prix avaient vraiment baissé. Et on a l'impression, en tout cas, qu'on est du côté des fondamentaux dans une situation presque opposée. C'est-à-dire, quelques points, on a d'abord le discours de la Fed. Enfin, c'est pas le même process aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment la Fed qui était en train d'initier ce mouvement de hausse des taux. Aujourd'hui, c'est plutôt un repricing de l'inflation long terme, les marchés qui bougent, mais la Fed qui reste avec un discours accommodant. Donc on n'est pas tout à fait sur la même dynamique. Après, il y a un sujet dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est sur les émergents, il y a l'épouvantail habituel des devises externes. Est-ce que les économies sont endettées en devises externes ? Et donc en général, c'est le maillon qui fait qu'on a très peur sur les émergents parce que les taux remontent aux US, donc généralement ça fait augmenter le dollar. Généralement, ça rend le remboursement de la dette des économies endettées en dollars plus difficile. Bon, toute cette dynamique, elle ne nous paraît pas du tout aujourd'hui un problème. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment les économies émergentes se sont dédollarisées. Voilà, dédollarisées encore, en tout cas en partie sur leur dette de manière significative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où... Et puis surtout, le plus intéressant, c'est les balances courantes. En 2013, on était vraiment dans une situation où on était en déficit des balances courantes. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment besoin de dollars à ce moment-là. Et d'un coup, on est rentré dans le tapering. Aujourd'hui, c'est l'opposé. On a des balances courantes dans les émergents qui sont très positives. Donc on n'a pas les commodities qui sont plutôt en train de monter. C'est plus l'enjeu systémique que ça avait pu être en 2013. Vraiment, quand on fait l'analogie, on a l'impression que presque tout est différent. Les devises aussi, les devises étaient plutôt surévaluées en 2013 au moment où on rentrait dans le tapering. Aujourd'hui, elles sont très... Enfin, je ne sais pas si on n'est pas spécialisé de devises, je ne sais pas si elles sont sous-valorisées, mais en tout cas, elles sont bien plus basses que ce qu'elles étaient. Donc, on n'a pas le sentiment que c'est le même contexte qui nécessiterait de s'affoler. Non, mais très intéressant. Ça n'est pas 2013. On ne revit pas pour l'instant 2013 avec ces mouvements de repentification, de remontée des rendements obligataires. Néanmoins, Michael, vous l'avez dit, si le marché de crédit n'a plus le moteur des taux et de la baisse des taux, donc de la revalorisation des obligations, quels peuvent être les moteurs du marché de crédit là, pour cette année 2021 ? Alors, nous, on pense que 2021 va ressembler à 2016-2017. C'est des années où ce qui a fait la performance obligataire, c'est ce qu'on appelle le carry, donc finalement le coupon. Normalement, il y en a encore. Donc le coupon et des compressions de spread. Et dit autrement aussi, généralement, là, c'est l'analyse fondamentale. C'est-à-dire vous allez sélectionner des dossiers qui vous offrent du coupon et vous voyez une trajectoire de compression de spread, c'est parce qu'il y a une analyse micro et on se dit, cette société-là, elle a un potentiel à ce niveau-là. Depuis 2 ans, c'est vraiment pas ça qui se passe. Depuis 2 ans, si vous aviez de la duration et de l'investment grade, où à la limite, on ne fait pas tellement d'analyse fondamentale à se questionner, je ne dis pas qu'on n'en fait pas, mais c'est moins le sujet que sur le high yield, vous pouviez faire des performances stratosphériques. Stratosphériques. Et dans l'émergent, dans toutes les classes d'actifs. Donc là, on pense vraiment que ça va être différent. Ce sera une année de carry et de coupons. Et ça veut dire de sélection quand on est professionnel de la gestion. Alors oui, de sélection. Ça veut dire aussi sortir un petit peu des indices.
C'est ce qu'on avait évoqué aussi. Oui, ça c'est un sujet, je sais pas, mais je l'entends pas souvent et je trouve qu'il devrait... Enfin, je pense que c'est un vrai sujet. Les indices sont pas forcément le reflet de sont pas forcément représentatifs de tout un univers. Pour vous donner un exemple, si vous prenez sur notre univers à nous, qui est le corpo émergent, vous prenez le JP Morgan, qui est le plus large, vous prenez le Broad, il couvre 40% de l'univers. Ça veut dire qu'il y a quand même 60% des émetteurs qui ne sont pas dans cet indice-là. Donc quand on prend les références de l'indice pour dire ça paye tant, il y a tant de duration, etc., ce n'est pas forcément ce que le marché peut vous permettre de construire dans un portefeuille. Bon. Néanmoins, quand on prend ces grands indicateurs de marché, c'est ce que je disais en titre, on va parler avec vous du crédit haut rendement, high yield, qui n'a jamais aussi mal porté son nom. J'ai vu que le high yield américain était passé sous les 4%, je crois, ces dernières semaines. Mickaël, moins de 4%. Il y a quelques années encore, les meilleures entreprises au monde, AA, AAA, empruntaient avec ce genre de coût de financement. Exactement. Donc en fait, on pourrait presque inventer une nouvelle catégorie et aller dans le high yield et le couper en deux et dire dans le high yield, puisqu'il est tellement... polarisé aussi d'une certaine manière. Il y a tout un pan du high yield qui, comme vous dites, ne porte plus ce nom-là. Ça ne rapporte plus rien du tout. Mais il y a encore un autre pan où il y a des vrais dossiers à plus de 5%, voire au-dessus. Et bon, je vous l'ai déjà dit, mais dans l'univers émergent, l'avantage, c'est que si vous avez des rendements, ce n'est pas automatiquement parce que vous avez des dossiers distress. Il y a plein d'autres raisons techniques qui peuvent vous amener à trouver des dossiers intéressants. Plus l'effet Covid qui est encore un peu là. Donc, il y a encore le sujet des secteurs affectés qu'on peut retrouver dans le crédit des pays développés aussi. Mais il est chez nous aussi. Donc, du coup, entre les codes postaux, les secteurs affectés, les choses comme ça, on peut faire des portefeuilles avec des vrais rendements high yield. Donc, cette catégorie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Ça, c'est à vous de l'inventer. Voilà, le segment qui yield dans le high yield, on va dire, pour faire simple. Mais il y a quelque chose à faire, mais il faut se déporter un petit peu sur... Et quand on est spécialiste comme vous et qu'on regarde, encore une fois, émetteur par émetteur, ce qui se passe, vous dites, quand on trouve des rendements à 5, 6, 7, 8, 9% peut-être, il peut y avoir des histoires qui ne sont pas des histoires de défaut automatique. C'est-à-dire, c'est pas forcément des boîtes qui sont en distress, comme vous dites. On peut trouver des anomalies de marché encore, avec des entreprises qui ont des fondamentaux qui vous paraissent corrects, satisfaisants, et un rendement peut-être beaucoup plus élevé que ce qu'elle pourrait avoir. Alors oui, et une manière peut-être aussi de le voir qui est quand même intéressante, c'est que certaines de ces sociétés-là sont cotées en bourse sur l'equity. Oui. Vous pouvez pas, quand vous avez des dossiers qui payent 6-7 et que l'equity monte de 25% depuis le début de l'année, a priori, c'est que les gens ne se posent pas la question qu'il va y avoir un défaut imminent. Donc, c'est d'autres raisons qui expliquent le rendement de telle ou telle société. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on arrive un peu à décortiquer. On voit des trajectoires sur des entreprises. On est franchement loin du distress pour trouver des taux comme ça dans notre univers. Le distress, il est à des niveaux de rendement bien plus élevés. Et ça veut dire que vous arrivez à trouver des entreprises sur la partie crédit, cotées également sur le plan boursier, en equity, avec un risque-rendement pour l'investisseur, le client, qui soit équivalent, voire peut-être même plus confortable que l'action de la même entreprise. D'une certaine manière, je pense qu'il est plus confortable parce que sur l'action, la reprise des cours equity, c'est surtout le fait qu'on soit revenu sur des cycliques, qu'on soit revenu sur de la value, toutes ces choses-là qui sont porteuses pour l'equity de ces sociétés-là. Mais au moins, on n'a pas ce côté, vous savez, de se dire on va se tromper de peu sur les bénéfices par action, et puis boum, c'est la sanction, ou c'est un faux départ. On a tous cru que c'était la value, voilà, on a tous cru que c'était les cycliques. Bon, ça reste du crédit, c'est des dettes seniors. Le problème, c'est juste, ça fait défaut ou pas. C'est binaire. Voilà, exactement. Je pense que sur la fin de la journée, c'est binaire. Exactement. Sur les mark to market, en plus, on est dans une situation très confortable, je crois. Moi, je vois sur nos fonds, mais il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de duration. Ah oui, c'est très important. Exactement. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de duration. Donc, même si la mode ne revient pas à ça, il n'y a pas le sell-off, il n'y a pas les effets taux, là on ne les sent pas tellement. Donc je trouve que le couple rendement-risque, il est pas mauvais là en ce moment. Et pour conclure, là, ça permet, alors cette nouvelle catégorie de high yield qui offre encore du rendement, ça permet de construire des portefeuilles justement avec quel type d'espérance de rendement aujourd'hui, Mickaël ? Alors, je vais vous prendre deux fonds, par exemple, qu'on a chez nous, pour faire une fourchette. On a un fonds short duration, donc on est sur une duration proche de 2. Et on va avoir un rendement tout en euros. Après les coûts de hedge, on est autour des 5, 4,9, 5%.
quand même pour du... Voilà, bon, c'est high yield, hein, on est BB- à peu près sur des notations internationales. Et si vous êtes prêt à abaisser un peu plus la notation du portefeuille et monter un peu la duration, mais pas tant que ça, on est à 3,2, on a du 8% à peu près en euros. Donc non, il y a des dossiers, l'univers est large. Il faut aller creuser un petit peu dans tout ça, mais le risk-reward est pas mal. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être moi. venu nous parler de ces marchés de crédit. Toujours ces segments particuliers du marché de crédit, vous l'aurez compris, les marchés haut rendement, le crédit émergent également, la spécialité d'Iveo Capital Partners et Mickaël Israël, cofondateur d'Iveo, qui était à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.